RCN. Le son de la différence. Oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Pas ça, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. La Maison des Sports sur RCN, Antoine Ronté. Bonjour à tous, chères auditrices, chers auditeurs, et bienvenue dans la Maison des Sports. Prenez place pour cette 4e émission de sport. Comme d'habitude, nous allons décrypter l'actualité de la semaine. Nous allons échanger avec des partenaires locaux qui viendront nous parler de leur saison et de leur club. Comme d'habitude, alors la semaine dernière, nous avions échangé avec Mélanie Sand. Cette semaine, ça change un petit peu. Nous recevrons Sylvain Benex et également Fabrice Mouge pour parler de volley et de rugby. Et comme d'habitude, pour ce beau programme, je suis accompagné de mon acolyte Daniel. Bonjour Daniel, comment ça va ? Ça va très bien, bonjour. Je rappelle que vous pouvez écouter Daniel tous les lundis à 18h dans Coup de sifflet sur RCN. Cette année, c'est un vrai rendez-vous sportif qu'on vous propose les lundis et les vendredis à 18h. Et cette semaine, du coup, on va se refaire l'actualité dans le Flash Info de la semaine. La Maison des Sports sur RCN, Antoine Ronté. Et on commence ce flash info par un mot de football, et ce qui a focalisé la planète du ballon rond cette semaine, ce sont évidemment les déclarations de la pépite française Kylian Mbappé au micro d'RMC Sport et dans le journal L'Équipe. Alors qu'il était resté silencieux pendant des mois au sujet de son potentiel transfert au Real Madrid, cet été, le natif de Bondy est revenu dans les grandes largeurs sur ce feuilleton et a répondu à toutes les questions qui demeuraient sans réponse. Des interviews polarisantes qui ont continué de diviser les spectateurs sur le cas Mbappé. Toujours en football, cette semaine donnait l'occasion de revoir un affrontement entre la France et la Belgique en Ligue des Nations. En effet, les deux pays ne s'étaient plus affrontés depuis 2018 et la victoire de l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du Monde. Depuis, les Belges nourrissent une rancœur particulière, et alors qu'ils semblaient parfaitement partis pour prendre leur revanche en menant 2-0 à la mi-temps, Kylian Mbappé et Karim Benzema ont sonné la révolte française pour finalement s'imposer 3-2. Dans l'autre demi-finale, c'est l'Espagne qui a triomphé de l'Italie sur le score de 2-1. L'Espagne et la France se retrouveront donc en finale dans 2 jours, le dimanche 10 octobre, au stade San Siro de Milan. On finit ce mot de football pour faire le tour d'Europe des championnats comme vous en avez l'habitude. En Angleterre, Chelsea reste premier devant Liverpool et Manchester City après 7 journées. Le Real Madrid reste en tête de Liga à égalité avec l'Atlético Madrid et la Real Sociedad. En France, le PSG continue d'occuper le sommet de l'élite également malgré leur première défaite face au Stade Rennais cette semaine, 2-0. Lens 2e et Nice 3e suivent le club de la capitale respectivement à 6 et 8 longueurs. Enfin en Italie, c'est Naples qui tient la tête du championnat devant les deux clubs de Milan. Et en Allemagne, sans surprise, il s'agit du Bayern Munich devant le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund. Changeons de discipline pour parler de cyclisme désormais, et après la magnifique victoire de Julien Alaphilippe lors des championnats du monde le week-end dernier, sonnait la cloche d'un autre grand rendez-vous du cyclisme, à savoir la reine des classiques, le Paris-Roubaix. Dans une édition particulièrement boueuse, nous avons vu la naissance d'un champion sous nos yeux avec la victoire de l'Italien Sonny Colbrelli qui remporte le Paris-Roubaix pour sa première participation. L'Italien a triomphé au sprint du Belge Florian Vernersch et du Néerlandais Mathieu van der Poel au terme d'une course d'anthologie. Restons dans les sports de course avec le Grand Prix d'Austin en MotoGP qui avait lieu le week-end dernier. C'est Honda et l'Espagnol Marc Marquez qui sortent vainqueurs de la course, juste devant le Français Fabio Quartararo de Yamaha et l'Italien Francesco Bagnaia de Ducati. Au classement des pilotes, Quartararo reste bien tranquillement sur son trône avec toujours 52 points d'avance sur le deuxième Francesco Bagnaia qui devance Joan Mir de 27 points. Rendez-vous à Misano en Italie le 24 octobre prochain pour le 16e Grand Prix de la saison. Et comment faire un récap de la semaine sans parler de Bernard Tapie et de sa disparition qui a endeuillé le cœur de tous les fans de football et de tous les Marseillais en particulier. Âgé de 78 ans, Bernard Tapie souffrait d'un cancer qui l'a poussé dans ses retranchements. Après René Malville, c'est l'ancien président de l'Olympique de Marseille qui s'en va. Lui qui restera à jamais comme le premier président français à remporter la Ligue des Champions en 93. Comme l'a titré le journal L'Équipe, à jamais le boss. Nanar est parti, les déclarations se sont multipliées, de footballeur à journaliste en passant par homme d'affaires et politique, pour rendre hommage à la mémoire de Bernard Tapie. Balle orange désormais pour parler de basket et d'un événement. L'Espagnol Pau Gasol a tiré sa révérence cette semaine et a raccroché les baskets pour prendre une retraite méritée à 41 ans après une carrière aussi longue qu'exceptionnelle. On se souviendra du pivot pour ses titres avec les Lakers et son amitié fusionnelle avec Kobe Bryant, mais surtout pour ses exploits accomplis avec l'Espagne et son frère Marc Gasol. Et cette semaine, c'était également la reprise de la Betclic Elite. Après 2 matchs, c'est Chalon qui est premier avec 2 victoires. Juste derrière, on retrouve évidemment l'Asvel qui a remporté ses 2 matchs également et qui focalisait les regards sur eux, notamment
pour les grands débuts de Victor Wembanyama, mais il faudra attendre encore un peu plus avant que le jeune prodige ne foule les parquets. En bref, parlons des classements de handball et de rugby. En Star League, le PSG reste premier à égalité de points avec Nîmes qui sont juste devant Saint-Raphaël, Chambéry et Nantes. En top 14, après 5 matchs, le Stade Toulousain règne en maître devant Bordeaux et Brive. Parlons athlétisme désormais avec le marathon de Londres qui a vu les victoires de la Kenyane Joycelyn Jekospe en 2h17 minutes et de l'Éthiopien Sisai Lima en 2h04 minutes, juste devant le Kenyan Vincent Kipchumba à 27 secondes près. Et on conclut ce flash info par le tennis et l'Open de Bulgarie qui avait lieu à Sofia cette semaine où le Français Gaël Monfils a brillé et est allé jusqu'en finale. Monfils reprend des couleurs malgré sa défaite lors de la dernière étape face à Yannick Sinner. Il faudra suivre la performance de Monfils et de nos Français lors du tournoi Indian Wells dont les 32e de finale se débutent aujourd'hui. C'est la fin de ce flash info. Rendez-vous la semaine prochaine pour un débrief complet de l'actualité sportive. Et après s'être fait un gros récap de l'actualité sportive, on va tout de suite s'écouter In Da Club de 50 Cent. La Maison des Sports sur RCN, Antoine Ronté. Tout de suite, c'est l'heure de nous concentrer sur notre premier club local de la région, à savoir le Grand Nancy Volleyball. Alors, on a eu la chance la semaine dernière d'avoir le coach Eric Ngapet. Cette fois, on est en direct avec Sylvain Benex, libéraux du Grand Nancy Volleyball, et on est très content de t'avoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sylvain, comment ça va ? Ça va très bien. On est à 2 jours du premier match de la saison, donc on est tous un peu excités de commencer. Je m'en doute, justement, l'excitation doit être palpable. Alors, avant de parler justement de la reprise de la saison dernière, c'était une saison particulière. Il y a eu la pandémie, vous avez eu un changement de coach également pour accueillir Eric Ngapet. Toi, tu t'es blessé, tu as eu une pubalgie et tu as été écarté des terrains pendant quelques mois. Cette saison, après une grosse préparation, j'ai le sentiment que les bases sont solides. Donc, c'est quoi ton état d'esprit avant d'entrer dans cette nouvelle saison qui, justement, démarre demain ? Écoute, déjà, comme tu l'as dit, c'était compliqué la saison dernière à cause de pas mal de facteurs. Là, cette saison, mon principal objectif, c'est de prendre le maximum de plaisir sur le terrain avec mes coéquipiers en jouant des matchs durs, on va dire, et de haut niveau. Donc après, prendre du plaisir, c'est pas faire n'importe quoi, mais c'est vraiment aimer travailler dur. On a fait une grosse prépa. Où il y avait vraiment un gros volume de travail. Donc c'est sur cet état d'esprit qu'on commence la saison en allant au combat, quoi. Justement, la préparation, on y reviendrait un petit peu plus tard. Juste avant ça, j'aimerais qu'on reparle encore un petit peu de la saison dernière. Donc l'an dernier, vous terminez 2e à 4 points seulement de la première place. Pourtant, en play-off, vous perdez contre Plessis-Robinson, qui eux terminent à la 4e place. Alors petite déception, j'imagine, déjà parce que c'est ton ancien club, qui a joué de 2015 à 2018, mais surtout parce que l'équipe de Nancy était ambitieuse. Du coup, quel regard tu portes, toi, sur ce petit échec et en quoi ça vous aide pour la saison qui vient ? Quel regard, c'est vrai que ça n'était pas facile à encaisser pour plusieurs raisons. Tu l'as dit, c'était mon ancien club. Ensuite, pour les objectifs du club et les objectifs personnels de chacun, tout le monde voulait accéder à la Liga. Mm-hmm. Donc c'était pas facile à encaisser, surtout que, oui, comme tu l'as dit, on était favoris. Après, je pense que tout le staff déjà, le président, l'entraîneur adjoint, ainsi que les joueurs qui sommes restés, donc on n'est que 2, il y a Horacio et moi. On est plutôt du genre à regarder vers l'avenir que de ressasser le passé. Mmh. Par contre, on tire des enseignements de ce qui s'est passé, quoi. Donc déjà, c'est créer plus d'unité au sein du groupe. C'était une saison compliquée l'année dernière avec pas mal d'étrangers, pas mal de changements au cours de la saison, de coachs et de joueurs. Donc là, on met une grosse on met vraiment une grosse emphase à bien travailler à l'entraînement. Mm-hmm. Comme j'ai déjà dit, il y a un gros volume de travail. Et puis après, à créer vraiment une identité de groupe et vraiment, on va dire, une bonne vie de groupe, quoi. Ouais. Donc on a eu un voyage déjà dans le sud où on a passé une semaine tous ensemble. Ça a fait pas mal de bien. Ça a créé un peu des nouveaux liens. Donc voilà, après la saison va être longue. Hein. Justement, dans ce désir de prolonger l'alchimie qu'il y a entre vous et de continuer de créer des repères, Eric Ngapet nous confiait il y a quelques semaines que le stage au Crêpes de Boulouris, tu nous en parlais aussi au début d'émission là de la prépa, qui vous a permis justement de monter tous ensemble. Il y a eu une seule défaite pour 3 victoires dans ces matchs de préparation.
Toi, quel regard tu portes sur cette prépa? T'as l'impression que ça vous met sur une bonne lancée? Ah bah c'est sûr que ça nous a mis en confiance. Ça a été surprenant aussi parce que quand on a commencé à jouer, en fait, il y a 3 étrangers qui étaient encore au championnat d'Europe et qui venaient d'arriver en fait juste 3 jours avant, donc on avait presque pas fait d'entraînement ensemble. Donc c'était assez surprenant d'avoir ce niveau de jeu dès le début, donc c'est très encourageant. Après, ça reste faut pas s'enflammer, ça reste des matchs de prépa, on reste concentré sur les objectifs, on va essayer de prendre les matchs un par un parce que la Ligue B c'est toujours très relevé, chaque week-end tu peux perdre contre n'importe qui si tu fais pas en sorte d'être bien concentré et d'y aller vraiment à fond quoi. Ouais. Donc la prépa c'est quelque chose, ça nous a mis en confiance c'est sûr. Après la saison c'est autre chose et on va prendre pas match par match en essayant de continuer à bien travailler comme on l'a fait là depuis le début. De toute façon, prendre les choses étape par étape, c'est la meilleure manière de pas se griller. Alors, t'as parlé justement des nouvelles arrivées. Donc cette saison, vous accueillez 3 nouveaux internationaux, Viber, Rodriguez et Patak. Qu'est-ce que tu penses qu'ils apporteront au groupe déjà en place, toi, de ton point de vue? Bah déjà ils sont très physiques. Les 3 ils sont quand même physiques. On est une équipe assez physique cette année, donc déjà au bloc défense ça va être et service aussi ça va être je pense que ça va être une de nos forces. Et ensuite il ramène une certaine alors l'espagnol Rodriguez il est assez jeune, donc il est encore en développement. Après les 2 autres on va dire qu'ils ont plus d'expérience surtout au niveau international, donc je pense qu'ils vont ramener cette expérience dans le groupe. Et ça va nous faire du bien, ça va nous stabiliser, je pense, et c'est important d'avoir une certaine sérénité comme ça, en essayant d'aller chercher leur expérience le plus possible, quoi. Tu parles de joueurs assez jeunes. Alors toi, en l'occurrence, t'es le joueur le plus ancien du club. Enfin, je veux dire, c'est toi qui es là depuis le plus longtemps, depuis 2018. C'est ça. Qu'est-ce que ça t'apporte cette expérience et comment tu l'insuffles justement aux plus jeunes ou à ceux qui intègrent l'équipe et qui sont nouveaux dans l'effectif? Je pense pas que l'expérience au sein du club ait à voir vraiment avec le volley, tu vois. Après, c'est vrai que je commence à faire partie des plus anciens parce qu'on a un groupe, on va dire, assez jeune. Donc naturellement, j'essaie d'être le relais un petit peu à certains moments si je me sens de parler aux jeunes joueurs. Les coachs ont déjà une grande présence, donc ça c'est agréable. Si tu veux, il y a un travail qui est déjà fait par eux. Après nous, on est là pour donner quelques conseils de temps en temps avec les plus vieux aux plus jeunes, tu vois, pour les aider à aller dans la meilleure voie possible. Mais on va dire que c'est facilité par le travail des coachs qui est déjà bon, quoi. Ouais. Donc voilà, moi j'essaie de donner mon expérience de la ligue à certains moments et puis ça va tout seul depuis le début de l'année, on va dire. La saison commence demain à l'extérieur face à Saint-Quentin, équipe contre qui vous avez plus perdu depuis 2019. Alors on sait que Saint-Quentin, ils ont terminé 5e la saison passée et comme Nancy, ils nourrissent également de grandes ambitions. Donc ils seront probablement au rendez-vous demain. Toi, comment t'abordes ce match? Comment tu te sens à l'aube de la première rencontre de la saison? Bah comme je t'ai dit tout à l'heure, un petit peu déjà excité de commencer, quoi. Parce que ça fait un petit moment qu'on est en préparation, donc ça fait plaisir de reprendre les matchs. Je pense que ça va être un gros combat parce que c'est déjà une très bonne équipe et puis leur coach souvent il leur insuffle vraiment des valeurs de combat, quoi. Donc il va falloir se préparer vraiment à un gros match. Après pour l'instant tout à l'heure on va commencer la vidéo, on n'en a pas fait encore. Mais pour l'instant on est vraiment concentré sur nous, on va dire le jeu qu'on va proposer, notre système de jeu, essayer de nous avoir notre meilleur volet on va dire pour commencer. Ouais. Et puis après on va petit à petit on va intégrer ce qu'ils font eux et le schéma qu'on va leur proposer samedi. Donc ça va, je pense que ça va être un bon match, En plus c'est un premier match. Ça va être dur parce que comme je t'ai dit c'est une bonne équipe. Mais voilà, il va falloir se concentrer sur nous et essayer de continuer ce qu'on a bien fait et progresser petit à petit encore sur tous les autres domaines qu'on a améliorés. Donc voilà, c'est ça, vraiment se concentrer sur nous, essayer d'être dans la continuité de notre préparation.
Et si déjà on commence par ça, c'est déjà un bon début, je pense. S'appuyer sur les certitudes, je pense que c'est le meilleur moyen aussi de débuter une saison. Alors pour finir, j'aimerais te poser une question un petit peu particulière. La saison dernière, c'était compliqué au niveau du public à cause de la pandémie. Cette saison, vous allez retrouver le public au complet avec la seule restriction des passes sanitaires. Ça te fait quoi, toi, du coup, qui est à Nancy depuis 2018, de retrouver le public nancéen? Ça va être super. Je pense que tous en tant que joueurs, on a envie d'avoir ce public. On joue aussi un petit peu pour ça, pour cette ambiance et tout ça. C'est vrai que c'était très particulier de jouer sans ça. Je pense même que l'année dernière, on avait une équipe de showman et finalement il y avait rien à montrer parce qu'il y avait pas de public, tu vois. Ouais. Donc là, j'espère que cette année, ça va pouvoir être bien rempli, qu'on va pouvoir recommuniquer aussi avec les supporters et avoir cette proximité qui est quand même agréable dans le sport de haut niveau et dans tout le sport en fait. Et voilà, jouer devant du public, c'est quand même autre chose. Ça nous pousse toujours à mieux faire, donc ça va être vraiment agréable, je pense. En tout cas, ce sera pas pour demain, puisque demain c'est à l'extérieur, mais ce sera la semaine d'après, et nous on aura hâte de vous suivre. On le rappelle, rendez-vous demain face à Saint-Quentin à 20h, du coup, pour le premier match de la saison. On vous suivra de près, on en débattra dans les émissions futures de la semaine prochaine. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir avec nous, Sylvain. Je te remercie encore. Super, merci beaucoup. À la prochaine, au revoir. À la prochaine. La Maison des Sports sur RCN, Antoine Ronté. Et après nous être entretenus avec Sylvain Bennec, joueur du Grand Nancy Volleyball, c'est l'heure tout de suite de s'écouter Luxurious de Gwen Stefani. La Maison des Sports sur RCN, Antoine Ronté. Et après avoir parlé de l'actualité et nous être entretenus avec Sylvain Bennec, c'est l'heure tout de suite d'accueillir Fabrice Mouge, le directeur de l'école du COS Villers-lès-Nancy Rugby et l'ancien président également du club. Bonjour Fabrice, comment ça va ? Ça va bien, je vous remercie. Ça va, je suis très heureux de vous accueillir dans l'émission. Alors, pour commencer à introduire un petit peu l'interview, je voudrais que vous me présentiez un petit peu le COS Villers-lès-Nancy, qui est quand même un gros club de rugby de la région Grand Est. Oui, tout à fait. Donc, comment le rugby Villers, comment c'est 250 licenciés. Oui. C'est 35 partenaires qui nous suivent depuis un certain temps. C'est 2 emplois clubs, c'est 30 bénévoles, voilà, c'est quand même 10 éducateurs formés pour l'école de rugby et un budget, on va dire, de 250 €, comment par an. Un budget conséquent. Vous avez parlé également enfin vous avez pas parlé, mais vous êtes créé quand même depuis 1972. Ça fait quand même presque 50 ans d'histoire. Toi, 50 ans d'histoire. Oui, on arrive sur la 50e année. Exactement. Toi, tu es au club depuis 2000 désormais, donc ça te fait quand même pas mal d'ancienneté. Comment tu vois un petit peu l'évolution du club et justement les tremplins que vous avez pris, parce que vous avez quand même gravi les échelons depuis la création du club. Ah oui, alors la montée, c'est sûr, la montée en fédéral très rapidement. Ça fait 2 années où on fait les hauts de tableau, où on doit jouer la montée en fédéral. Et avec le Covid, donc on n'a pas pu monter malheureusement. Et cette année, on va dire, ça sera le combat de notre montée en Fédéral 1 pour la première rencontre qui aura lieu donc ce dimanche à Villers. Saison compliquée justement à cause de la pandémie. Là, du coup, première rencontre depuis un petit peu le Covid. Vous allez retrouver les terrains, vous allez retrouver le public. Comment vous voyez cette première rencontre, sachant qu'en plus, il y a un événement qui accompagne la rencontre? Oui, exactement. On profite de cette journée, cette grande journée de retour avec un événement qui sera Octobre Rose. Donc le matin, ça sera un peu notre lever de rideau, avec des équipes de filles qui vont se rencontrer en rugby à 5, donc un rugby sans toucher, donc qui est ouvert aux débutants, donc de 16 à 77 ans par exemple. Et ça sera une belle journée rugby à Villers, avec cette ouverture de nos femmes qui seront tout en rose pour jouer avec la Ligue contre le cancer. À l'occasion justement de ce grand événement, il y a Philippe Saint-André qui devait être avec vous pour cet événement et qui vous a envoyé un message. On l'écoute tout de suite. Salut Laurent et Pascal. Salut le COS Rugby. Bon, on n'a pas pu faire cette opération à cause du Covid, mais on pense à vous. Voilà, on est au MHR. Tout va bien et puis je peux vous assurer, on va le faire une fois. Ne vous inquiétez pas. Je vous embrasse. Soyez forts. Essayez de monter en division.
je vous suis. Bon, si vous avez besoin de conseils, on n'est pas très bon, mais on peut vous aider. Et puis, je vous embrasse et on est toujours là. Et j'ai une grosse pensée pour vous et j'étais dégoûté de ne pas pouvoir avoir fait cette opération à cause du Covid. Allez, je vous embrasse. Un beau petit message de Philippe Saint-André qui a quand même dû vous faire plaisir du coup pour le match de dimanche. Oui, notre parrain, c'est notre parrain maintenant depuis 2 années, 2 saisons. Et ce soutien est assez important pour le club. Donc je sais qu'il va nous soutenir toute la journée. Et on sera le président sera en direct avec des messages avec Philippe ce dimanche pour lui tenir le score toute la journée. Alors, le club de rugby de Villers, il y a combien d'équipes? Alors nous on représente toutes les équipes. Hein. Donc on va des écoles de rugby qui sont de 3 ans à 14 ans. Hein. Ça fait à peu près 100 gamins sur les terrains. Nous avons évidemment des équipes cadets et juniors. Et derrière, donc, l'équipe Pagnon qui représente 2 équipes. Hein. Il faut savoir qu'en senior, on est obligé d'avoir 2 équipes, une réserve et une équipe première. Et vous avez des filles aussi qui jouent? Alors, des filles, on a beaucoup de filles en rugby à 5, le rugby touché, ce qu'on appelle le rugby touché. Et en école de rugby, on a également beaucoup de filles qui sont venues nous rejoindre cette année. Oui. Il y a eu une équipe de filles en 2012 où les filles avaient fait plusieurs fois le championnat de France. Cette année là, pour l'instant, on n'a plus d'équipe de filles, on va dire senior, mais c'est un projet qui nous tient à cœur également. Même au-delà, alors tu nous as parlé du club tout à l'heure, de justement toutes les infrastructures dont vous disposez maintenant, du budget également, de tous les licenciés, tous les bénévoles, etc. C'est une grande famille, le COS Villers-lès-Nancy. C'est avant tout justement un club qui se veut plutôt convivial. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les valeurs que vous portez et justement que sont aussi celles que le rugby porte? Les valeurs familiales, c'est-à-dire nous sommes une grande famille de 230 licenciés. C'est vrai qu'on a passé une pandémie qui était difficile pour nous parce que toutes nos réunions, on les a fait en visio. Et imaginez des réunions visio pour du rugby, ça reste assez compliqué. On connaît tous la troisième mi-temps, on va dire le casse-croûte après repas, le casse-croûte après les réunions. C'est-à-dire c'est la convivialité. C'est le goûter, c'est également le goûter, on va dire, à l'école de rugby. Donc, des gamins pendant 2 années n'avaient plus de goûter. Donc là, on est reparti à refaire des goûters, à retrouver les parents, à discuter avec les parents. C'est un échange. C'est-à-dire, c'est une grande famille qui échange toute l'année, toute la saison. Donc l'objectif, c'est la montée en Fédéral 1 qui correspond au niveau national, quoi. Alors Fédéral 3 pour l'instant. Fédéral 3, pardon, oui. Fédéral 1, c'est le plus haut niveau, oui. C'est le plus haut niveau. Oui. Donc Fédéral 3, donc qui correspond parmi les autres sports au niveau national, quoi, je veux dire. Est-ce que vous avez d'autres ambitions? Parce qu'il manque dans l'Est une équipe de haut niveau, on n'en a jamais eu, pour ainsi dire. Alors c'est vrai que dans le Grand Est, ce qui nous manque, c'est des équipes de haut niveau. Aujourd'hui, on a Metz qui est en Fédéral 2. Oui. Et c'est tout. Donc il manque des équipes en Fédéral 1. Il faudrait plusieurs équipes en Fédéral 1, on va dire, sur le Grand Est, pour permettre d'aller plus loin. Oui. Or c'est vrai que ça nécessite de gros déplacements parce que le rugby est essentiellement pratiqué dans le sud de la France, sud-est et sud-ouest. Quoique ça se fait aussi dans le nord. Il y a des équipes dans le nord, je crois, au niveau, et en région parisienne aussi. Hein. Alors, régions parisiennes sont très très bien structurées parce qu'il y a du haut niveau. Hein. On a le top 14 qui est représenté avec le Racing et donc le Stade Français. Oui. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Après, il faut aller du côté de la Normandie pour trouver des clubs en top en pro D2. Et il faut faire avec. Hein. C'est vrai que là, par exemple, nos seniors, ça va être Reims. Ça va être 3, les déplacements, c'est des grands déplacements, et plus on va monter, plus les déplacements seront importants. Oui, c'est vrai.
Alors j'ai envie de te parler également de l'école de rugby dont tu es le directeur. Qu'est-ce que tu peux nous parler un peu justement de cette dimension éducative que vous essayez de transmettre aux gamins et parce que je rappelle que l'école de rugby c'est pour tous les âges du plus jeune jusqu'à l'âge de 14 ans. Tout à fait, les 3 ans. On les prend à 3 ans. Alors c'est moi qui ai la responsabilité de cette petite section d'enfants de 3 ans. Et ça fait 2 ans qu'on a monté ce baby rugby et c'est plutôt agréable parce que comment les parents sont avec nous également sur le terrain et le but c'est de développer encore cette école de rugby et d'accompagner ces jeunes sur des équipes plus hautes évidemment. Et aujourd'hui quand je vois les équipes seniors où on a une dizaine d'enfants qui est à l'école de rugby à Villers, c'est assez plaisant quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, ça doit être gratifiant. J'imagine également que l'objectif, c'est d'être un tremplin pour ces jeunes et potentiellement de leur donner l'occasion de côtoyer un jour le plus haut niveau en étant une formation de qualité pour eux. Alors, la formation de qualité, donc, tout à fait, parce que tous nos éducateurs sont formés, ont suivi une formation. Nous sommes labellisés, donc, pour l'instant, une première étoile. Et cette année, on va partir sur la 2e étoile pour la qualité de l'école de rugby. Et ça, c'est très, très important pour le club et pour les parents et pour les enfants également. Et alors justement, on l'a dit, l'ambition, c'est de monter en Fédéral 3 cette saison. Le premier rendez-vous, du coup, ce sera ce week-end. Comment est-ce que tu vois le début de saison et à quoi tu t'attends pour l'échéance qui va démarrer, du coup? Alors, dimanche, ça va être une grande journée. Il y a une restructuration de l'équipe senior également. Avec le Covid, donc on a eu des départs. Avec le pass sanitaire, donc on a des joueurs qui n'ont pas signé. Et actuellement les entraîneurs de l'équipe senior se cassent la tête pour monter la meilleure équipe. Et Reims, on les connaît. On a joué contre eux l'année dernière, on a été gagné chez eux l'année dernière. Donc ils viennent chez nous, revanchards évidemment. Ils viennent essayer de gagner chez nous parce qu'on avait gagné l'année dernière chez eux. Donc ça va être une journée qui va être difficile, je pense, pour nos seniors et puis nos entraîneurs. J'imagine, en tout cas, on suivra ça de près. On en parlera évidemment la semaine prochaine dans les futures émissions. Dernière question, toi qui es au club depuis longtemps, ça te fait quoi là après toute cette pandémie de retrouver le public nancéen et d'enfin pouvoir jouer devant des gens qui seront contents de vous applaudir après un essai? C'est la joie de vivre, tout simplement. C'est le sourire des parents, le sourire des gens qui viennent nous voir. Et ça nous manquait. On va dire, quand on fait des matchs ou des tournois où les stades sont vides, où les mains courantes sont vides également, c'est un peu frustrant. Là aujourd'hui, on va retrouver le monde, on va retrouver nos partenaires, on va retrouver les parents. Ça peut être que bénéfique pour le club et les enfants et les joueurs. C'est un magnifique mot de conclusion. Le sourire, la joie de vivre, c'est en général les valeurs que véhicule le sport et le rugby. Merci Fabrice d'avoir été avec nous. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, bonne journée. À bientôt. La Maison des Sports sur RCN, Antoine Ronté. Et après nous être entretenus avec Fabrice Mouge, qui est directeur de l'école de rugby du COS Villers-lès-Nancy et qui nous a présenté un petit peu la vision du club et les échéances qui viendront, qu'on suivra de près bien évidemment. C'est l'heure tout de suite de passer au premier débat de l'émission. Alors, en préambule, au tout début de l'émission, j'ai parlé dans mon flash info de Kylian Mbappé et du feuilleton Kylian Mbappé, justement, qui occupe tous les médias et tous les spectateurs en ce moment dans le football. Tout l'été, on a suivi ce feuilleton de près. Kylian Mbappé, justement, qui s'est exprimé cette semaine dans les médias, sur RMC Sport et sur l'équipe, après des mois et des mois d'attente. On a beaucoup entendu Nasser Al-Khelaifi, on a beaucoup entendu Leonardo, on a entendu également Florentino Pérez et les dirigeants du Real Madrid parler de Kylian Mbappé, mais le principal intéressé ne s'était jamais exprimé. Et cette semaine, Daniel, dans l'équipe et dans RMC Sport, Kylian Mbappé s'est enfin exprimé pour parler de son transfert. Alors, Mbappé a la particularité comment dirais-je, d'être très très discret. C'est pas quelqu'un qui se confie facilement. Il maîtrise parfaitement sa communication. Donc, il faut interpréter ce qu'il a dit
comme un départ en fin de saison pour peut-être même avant d'ailleurs, ou mercato d'hiver, probablement pour le Real Madrid, je pense. C'est presque sûr que c'est pour le Real Madrid, c'est son club de cœur, son club de rêve depuis qu'il est enfant. Il est fan de Cristiano Ronaldo qui a évolué au Real Madrid, donc il a envie de marcher sur ses traces, il a envie de marquer l'histoire pour lui du plus grand club du monde. C'est vrai qu'il maîtrise très bien sa communication, notamment grâce à son entourage, qui sont c'est sa mère, son père qui au-dessus de lui le contrôle très très bien. Il faut noter que Mbappé est encore très très jeune, il a seulement 21 ans. Mais moi j'ai trouvé tout de même ces entretiens assez intéressants. On les attendait depuis longtemps et on lui tombait dessus à tort d'ailleurs, parce que on n'avait absolument aucune info sur ce que voulait faire Kylian Mbappé. Il avait dit qu'il voulait partir cet été et du coup tous les supporters parisiens et tous les supporters français lui sont tombés dessus, mais finalement je trouve qu'il parvient assez bien à expliquer les raisons de pourquoi il veut partir et de son désamour entre guillemets du PSG, même s'il respecte le club et qu'il honorera son contrat. Alors, le problème, c'est que le Paris Saint-Germain va se trouver affaibli par son départ, c'est sûr. En plus, c'était un joueur français, donc c'est pas rien, un joueur très médiatique. Bien qu'il causait peu, donc c'est pour le Paris Saint-Germain, c'est un gros manque. Et le problème aussi pour lui, c'est qu'il a mal pris les critiques après de l'été, après son départ avorté. Oui, son départ avorté, et puis son championnat d'Europe mal ficelé, quoi. Je veux dire, il n'a pas été très bon. Il a raté le penalty alors qu'il bon. Donc c'est vrai qu'il a mal pris. Il est jeune, donc il doit être à mon avis un peu fragile aussi. Et puis ça démontre aussi que de mettre dans une équipe trop de vedettes, ça pose également des problèmes. Bon, je pense que une équipe n'est pas faite pour avoir 3-4 très grands joueurs avec des caractères bien trempés, quoi, je veux dire. Donc moi je pense que il a mal pris, il vit mal cette chose-là, quoi. C'est clair que ça risque de semer la zizanie, d'avoir des énormes égos comme ceux de Neymar, de Lionel Messi, de Sergio Ramos, puis de Kylian Mbappé au sein d'un même vestiaire. Je suis d'accord que le PSG sera forcément endommagé du départ de Mbappé parce que non seulement c'est un joueur d'envergure avec un talent hors du commun, mais en plus de ça, il représente l'avenir du club à 21 ans. Neymar en a 29, Messi en a 34, Mbappé en a 21. Oui. C'est lui l'avenir du club, et en plus de représenter cet avenir, il représente aussi cette espèce de coup de poing sur la table qu'a réalisé Nasser Al-Khelaifi en 2018 lorsqu'il achète Neymar 222 millions d'euros et qu'il achète Kylian Mbappé 180 millions d'euros. C'est une claque infligée à tous les clubs du monde pour dire regardez ce qu'on fait maintenant, nous rêvons plus grand et nous ne faisons plus que rêver. Alors il y a eu un autre coup de massue cet été avec l'arrivée de Lionel Messi, de Sergio Ramos, mais le départ de Kylian Mbappé, c'est un petit peu, en tout cas du point de vue de Nasser Al-Khelaifi, un échec. Et on peut le voir comme ça, même si moi, du point de vue du joueur, je comprends, après 4-5 années de bons et loyaux services, je comprends qu'il veuille passer à autre chose et qu'il veuille voir plus grand dans un club qui est son club, qui est le club dont il rêve depuis qu'il est tout petit. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain, à mon sens, n'est pas un grand club au sens comme on l'entend, parce que quand on regarde Barcelone, Madrid, tout ça, ils sont structurés quand même différemment. Barcelone a quand même des recettes importantes au niveau avec ses supporters, ce qui n'est pas le cas de Paris Saint-Germain. Je veux dire, Paris Saint-Germain reste un assemblage de joueurs de très haut niveau, certes, mais qui n'ont pas forcément l'esprit club, quoi, je veux dire. Ah, clairement. Alors, il y en a beaucoup qui aiment la ville de Paris. En revanche, est-ce qu'ils sont attachés au club du Paris Saint-Germain? C'est clair qu'on peut le remettre en doute parce que de toute façon, ça c'est le fameux débat avec l'Air Qatari et le Qatar Saint-Germain, comme beaucoup de Marseillais aiment le dire. Mais tout de même, le PSG, qu'on le veuille ou non, est inscrit parmi les plus grands actuellement. Oui. Mais ça ne les empêche pas de
pas pouvoir garder leurs joueurs. Ils l'ont toujours fait avec Marco Verratti notamment qui voulait partir au Barça, avec Neymar qui voulait également partir au Barça. Nasser Al-Khelaifi mettait des verrous sur ses joueurs. Cette fois-ci, il ne peut pas sur Kylian Mbappé qui veut accomplir son rêve d'enfant. Une fois qu'on a dit ça, du coup, on sait qu'il veut partir, etc. Donc tout le monde lui tombe dessus. Tout de même, je trouve que dans l'entretien, il fait preuve d'un très bon discernement, il s'exprime très très bien et il arrive très bien à expliquer pourquoi et aussi pourquoi est-ce que il peut pourquoi Nasser Al-Khelaifi pense comme ça, Kylian Mbappé le comprend, mais pourquoi est-ce que lui veut faire comme il l'entend? On le comprend également. Ça nous amène tout de suite à l'équipe de France. Tu as parlé de l'Euro où Kylian Mbappé n'a pas fait une excellente compétition. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire, surtout qu'il a raté le penalty décisif. Hier soir, il a plutôt été bon face à la Belgique, oui. En marquant notamment un penalty et en étant un de ceux qui sonnait la révolte avec Karim Benzema la remontada. Qu'est-ce que tu as pensé du match de hier soir? C'est un bon match parce que les Belges, c'est une grande équipe, les Belges, contrairement, on rit toujours des Belges et de l'équipe de Belgique, mais l'équipe de Belgique est au haut niveau depuis très très longtemps. Ils sont toujours, ils sont premiers au classement, FIFA d'ailleurs. Ils n'ont jamais ils n'ont pas de grands clubs chez eux, quoi. Je veux dire, de très grands clubs, quoi. Je veux dire. Mais ils ont quand même des bons clubs avec Anderlecht. Oui, mais qui n'atteint pas au niveau du Barça, ni de Madrid, ni des clubs italiens. Mais ils ont des bons joueurs, ils ont toujours eu des bons joueurs. Donc c'est une belle victoire, c'était mal engagé, parce qu'à la mi-temps, on était mené 2-0. Mais je pense que c'est un bon match. Mbappé a été excellent. Benzema aussi. Ce qu'on peut noter également, c'est les deux frères, Hernandez, qu'on n'avait pas vu. Alors, l'Est républicain, ce matin, a dit que les derniers qu'on joue ensemble, c'était les frères Laurent, il y a très très longtemps. Mais il me semble, moi, que Patrick et Hervé Revelli ont joué ensemble en équipe de France il y a une quarantaine d'années, peut-être même un peu plus. Mais je crois qu'il y en a un qui était rentré en cours de match. Ils n'étaient pas titulaires tous les deux au début de match. Mais c'est vrai que, moi je pense que l'équipe de France est remise sur le droit chemin, là. Oui. Et je suis assez optimiste pour la suite des compétitions à venir, quoi, de l'équipe de France. On a eu une espèce de période d'entre-deux avec l'Euro et ce qui a suivi où on retrouvait pas le jeu de l'équipe de France. J'ai envie de dire Didier Deschamps et son jeu ont toujours été remis en question, mais on retrouvait pas cette force de l'équipe de France et ce caractère, notamment contre la Suisse ou alors qu'on mène 3-1, au final on se fait remonter très bêtement. Et puis les matchs qui ont suivi, les matchs de préparation, les matchs amicaux, etc. C'était la même chose que qu'à l'Euro finalement. On retrouvait pas cette cohésion. Certains ont même commencé à remettre la faute sur Karim Benzema alors qu'il était très bon. Et puis hier soir, du coup, Ligue des Nations, alors qu'on était mené 2-0 et que on commençait à se dire qu'au final il y avait un vrai creux dans cette période, là on a une grosse réaction de caractère justement avec un Karim Benzema en patron, un Kylian Mbappé excellent, tu l'as dit, qui ne cessait de provoquer, et j'ai envie de dire aussi un coaching payant de Didier Deschamps qui a mis en place un système différent de celui habituel, c'est-à-dire un 3-4-3 où il joue à 3 défenseurs avec les deux pistons, du coup Théo Hernandez et Benjamin Pavard au milieu, Pogba, Rabiot devant la défense, et ensuite les attaquants qui sont Griezmann, Mbappé et Benzema. Et puis il a su depuis un certain temps renouveler un petit peu son effectif, pour reconnaître que c'est vrai qu'il y a des nouveaux disparu. Aurélien Tchouaméni qui est rentré. Il y en a qui ont disparu, il y en a d'autres qui sont rentrés, qui sont pas. Théo Hernandez d'ailleurs est un récent arrivé. Oui, qui sont pas mauvais d'ailleurs. On peut regretter, c'est quand même l'absence d'une ancien qui, à mon avis, ne joue plus en équipe de France et qui ne jouera plus avant longtemps, quoi. Je veux dire, je pense qu'il faut qu'il qui change de club, qui retrouve une place de titulaire. Ce qui me semble normal, c'est que quelqu'un qui n'est pas titulaire dans son club ne joue pas dans une des meilleures équipes du monde, quoi. Bien sûr. Ça me paraît normal, quoi. Ça me paraît logique aussi. Alors, Ligue des Nations, du coup, on a gagné. On rappelle l'Espagne, ça a remporté l'autre demi-finale contre l'Italie. On retrouvera, du coup, l'Espagne en finale dimanche en Italie au stade de San Siro. Qu'est-ce que tu attends du match contre l'Espagne ? Je pense qu'on va gagner. L'Espagne est une équipe qui a beaucoup baissé en qualité de jeu,
Et je pense qu'on peut gagner. Contrairement à la Belgique qui se maintient à un certain niveau, l'Espagne a des hauts et des bas de manière régulière. Je veux dire, et moi je pense que l'équipe de France actuellement a le vent en poupe et je pense qu'on va gagner. L'équipe de France, je pense qu'elle est remise en confiance exactement, et je pense qu'on a un meilleur effectif sur le papier, clairement. Oui. Tu as parlé de la Belgique, c'est vrai que la Belgique, on oublie qu'ils ont un effectif de qualité avec certains des meilleurs joueurs du monde, dans la personne de Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, mais ça nous a pas empêché de gagner hier face à l'Espagne. Je pense que ce sera peut-être même un petit peu plus facile. Oui. Alors j'ai pas envie de me griser parce que c'est une finale, donc sur une finale tout peut se passer. Tout peut arriver. Mais l'équipe d'Espagne est tout de même très très jeune. Je pense à Pedri, je pense à Ferran Torres, je pense à Gavi, qui sont des joueurs inexpérimentés. Alors oui, il y a tout de même des patrons comme Sergio Busquets, mais Sergio Busquets, on le voit au Barça en ce moment, est un petit peu sur la pente descendante plutôt qu'ascendante. Donc c'est clair que après la génération Iniesta, Xavi, David Villa, Sergio Ramos, Puyol qui ont remporté la Coupe du Monde, l'Euro en 2008, la Coupe du Monde en 2010, puis l'Euro en 2012, qui était une chose inédite à cette époque. C'est clair que la génération qui suit désormais devrait nous poser moins de problèmes qu'auparavant. Je pense. Bon, pour en venir à la Belgique, un petit peu, leur seul handicap, c'est d'avoir peu de réserves. C'est-à-dire, ils ont 13 ou 14 bons joueurs, et derrière, ça suit plus, quoi. C'est pour ça que la Belgique aura toujours du mal à gagner une Coupe du Monde ou un championnat du monde ou un championnat d'Europe, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de réserves, quoi. J'ai envie de dire aussi qu'ils ont un problème depuis des années défensif. Ils ont un vivier absolument incroyable offensivement, que ce soit en attaque, au milieu. Ils sont absolument blindés en talent, et en revanche en défense, alors il y avait il y a quelques années la paire Toby Alderweireld et Jan Vertonghen qui jouaient ensemble à Tottenham, et donc forcément l'alchimie était évidente et elle se retrouvait en Belgique, et donc ça crée un vrai on pouvait s'appuyer défensivement sur cette charnière. Et à côté on avait Thomas Meunier et je me souviens plus de l'arrière gauche, mais désormais maintenant que Jan Vertonghen a pris sa retraite, on a le joueur de Lyon qui est dans la défense belge, mais défensivement ils sont capables de se prendre 3 buts en une trentaine de minutes, comme on l'a vu hier. C'est irrégulier, c'est tout à fait irrégulier. Est-ce que l'équipe de France, du coup, ça y est, on est reparti sur les bons rails selon toi? Tu m'as dit que on avait le vent en poupe, mais est-ce que on est comme en 2018, comme en 2020, on est vraiment bien reparti, ou il faut s'attendre à ce que on tombe à un moment ou à un autre? Moi, je pense qu'on est bien parti. Tu penses que la grève Benzema est faite? Ça y est? Oui. Je pense qu'on est bien parti. Bon, une équipe de très haut niveau comme la France a des hauts et des bas, c'est sûr. On peut pas toujours gagner, hein. Mais je pense que c'est reparti. L'équipe de France a pas mal de réserves, faut reconnaître. Il y a quand même des joueurs. Ce qui manque à l'équipe de France, c'est un bon championnat de Ligue 1 qui n'existe pas, quoi. Je veux dire, à part 2 ou 3 équipes, je veux dire, le reste, c'est quand même un peu faiblard. C'est clair, surtout qu'on a aussi par rapport à l'Espagne ou l'Italie ou l'Angleterre, où là, il y a quand même des équipes, il y a moins d'écart, quoi, je dirais, entre... Je suis d'accord, et puis on a un problème en France, c'est aussi que tous nos joueurs partent à l'étranger. Tous nos joueurs partent à l'étranger. Oui, mais en Angleterre, par exemple, moins l'Italie, moins l'Angleterre, il y a moins d'anglais. En Angleterre, et même les Espagnols en Espagne restent plutôt en Espagne, alors que en France, les Français, les jeunes Français qui sont talentueux s'en vont, ou alors restent au PSG, quoi. Mais au PSG, on n'a pas tant de Français que ça. Mais je pense notamment à Rabiot ou Matuidi qui étaient restés quelques années, mais qui sont finis par partir. Et là, on a Mbappé qui est resté 4-5 ans, et puis il est parti, qui va partir. Alors, tu disais tout à l'heure qu'il pouvait partir en hiver. Faut le rappeler il peut signer des offres en hiver, mais il sera au PSG jusqu'à la fin de l'année. Mais il peut déjà s'engager dès à partir de janvier avec n'importe quel club s'il ne prolonge pas, même si Nasser Al-Khelaifi et Leonardo espèrent toujours le prolonger.
Mais le départ à l'étranger, on le constate avec l'anglais notamment, qui ne joue plus en Espagne et qui a brisé sa carrière internationale à cause de ça. Et il y en a d'autres, à d'autres niveaux, qui n'ont pas du tout percé à l'étranger. Prenons le cas de la SNC-Lorraine, il y a plein de joueurs qui sont partis à l'étranger, qui jouent même plus, qui reviennent piteusement dans des clubs en France. Je veux dire, c'est quand même un problème. Ça. Tout à fait, c'est assez consternant et il faudra à l'avenir justement. Moi, je pense qu'il faut qu'on travaille sur notre formation et qu'il faut qu'on travaille aussi sur la culture un petit peu footballistique en France, avec des bons présidents comme le sont par exemple le nouveau président de l'Olympique de Marseille qui tient à garder ses joueurs. Oui. On verra ça en tout cas dans les années à venir. C'est la fin de cette émission, chers auditeurs. C'est l'occasion pour moi de vous dire, on a parlé de beaucoup de choses dans cette émission. On s'est entretenu avec Sylvain Benex, que je remercie. On s'est entretenu également avec Fabrice Mouge, le directeur de l'école du COS Villers Rugby, et que je remercie encore. Je remercie également Laurent Pasquier, le président du club, qui n'a pas pu venir mais qui sera présent dans une des prochaines émissions. Je remercie Daniel, mon acolyte. C'était une bonne émission, Daniel? C'était une très bonne émission. Ça t'a plu, c'est bien? Oui. Je remercie également Thomas à la technique qui continue de faire d'incroyables choses. Et puis, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour continuer de parler de sport et de suivre les saisons de tous nos partenaires. À bientôt l'équipe, ciao. RCN, www.rcn-radio.org